Eh ben, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présentes et présents pour cette séance de séminaire. Merci beaucoup, Paul Lou, pour ton introduction. Euh, la large participation à ce séminaire indique l'intérêt pour la thématique et je m'en réjouis. Ou alors c'est un simple concours de circonstances, mais ce qui est moins probable, me semble-t-il. Euh, donc, comme l'a introduit Paul Lou, l'enjeu ici, c'est non pas d'apporter une réponse, mais en tout cas un élément de discussion à cette Vas-y, question. parce que Alors, voilà. Il faudrait couper vos micros par contre, hein, tous ceux qui sont en ligne, merci. En tout cas, apporter un élément de discussion à ce que Paul Lou a décrit comme un moment de flou, de trouble, d'incertitude dans le champ de la compréhension de ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc un flou, un trouble, une incertitude, un champ d'incertitude qui n'est pas nouveau, hein, qui n'est pas né avec qui est un constat que l'on fait depuis de nombreuses années dans un contexte où nous avons une incertitude sur les voies thérapeutiques à mettre en place pour accompagner la maladie d'Alzheimer, des incertitudes aussi diagnostiques, et puis des incertitudes sur la caractérisation physiopathologique de cette maladie. Donc à la fois voilà, des incertitudes à tout niveau sur la caractérisation, le modèle d'explication de cette maladie, sur la question du diagnostic et puis sur la question de l'accompagnement. Donc ici, je n'apporterai pas évidemment une réponse à ce champ d'incertitude, mais en tout cas un élément de discussion qui part effectivement d'un constat que j'ai fait dans mes recherches, selon lequel euh, il existe bien une science médicale, une science biomédicale même, dont les caractéristiques, on pourra en discuter, mais j'y reviendrai peu, sont connues, hein, une science plutôt tournée vers la caractérisation physiopathologique de la maladie, hein, une science qui fait de son objet la pathologie, euh, principalement la pathologie liée à un organe, hein, ici dans notre cas le cerveau, voilà, qui est armé d'un certain nombre de savoirs et de disciplines qui sont des savoirs et des disciplines dont l'attache est principalement des attaches liées à une démarche de quantification avec une forte présence d'un style de raisonnement particulier qui est le style de raisonnement probabiliste, une force présente aussi dans ces sciences biomédicales de la génétique et aujourd'hui évidemment des neurosciences qui prennent une part de plus en plus importante dans le champ des sciences biomédicales. Donc, nous avons ici un champ qui est bien installé, qui est mouvant, effectivement, qui évolue, mais dont on connaît les périmètres et dont on a fait l'histoire, fait l'épistémologie à maintes reprises. Et puis, nous avons effectivement, d'un autre côté, les pratiques de soins. À, aux pratiques de soins auxquelles on associe comme on le fait par exemple à l'espace éthique, une éthique, hein, on parle d'éthique du soin, on parle de pratique du soin, de bonnes pratiques du soin. Et ici, nous développons dans nos établissements, dans nos services, dans nos associations, des guides de bonnes pratiques pour que le soin soit de bonne qualité. Et on accompagne parfois ces pratiques-là d'une réflexion éthique. Mais il me semble que dans ce tableau, il manque quelque chose de fondamental, qui est ce que moi j'ai appelé, et ce que j'appelle, à titre d'hypothèse, et je le souligne, à titre d'hypothèse, les sciences du soin. Les sciences du soin, qui est finalement une formation lexicale. Il y a le soin, il y a les sciences, hein, comme l'a dit Paul Lou. Souvent d'ailleurs, ces deux domaines sont opposés. Et ici, à titre d'hypothèse, et encore une fois comme un élément de discussion, je pose l'idée qu'il existe, ou qu'il pourrait exister, mais je pars du principe qu'elles existent, ces sciences du soin, et qu'elles pourraient recomposer, hein, recomposer le paysage épistémique dans lequel s'insèrent à la fois les théories, les pratiques, euh, et aussi les recommandations autour ici de la maladie d'Alzheimer. Donc le jeu
pour moi, va être de caractériser ces sciences du soin, de montrer un petit peu de quoi il s'agit, et puis de voir en quoi elles recomposent le paysage épistémique autour de la maladie d'Alzheimer. Donc, l'idée, c'est bien de dire que ces sciences du soin, et je vais tout de suite vous mettre des repères hein, pour que vous ne soyez pas complètement perdus. Je travaille principalement sur les sciences infirmières et les sciences de la kinésithérapie, comme non pas comme des paradigmes des sciences du soin, mais comme des éléments, pour moi, de réflexion empirique qui me permettent de faire émerger quelques caractéristiques communes à toutes les sciences du soin. Et donc, c'est principalement du corpus de la kinésithérapie et des sciences infirmières que je fais émerger la conceptualisation épistémologique de ce que j'appelle les sciences du soin. Donc, ces sciences du soin ne sont pas simplement des savoirs d'accompagnement, hein, comme on a l'habitude de les caractériser, ne sont pas simplement des savoirs d'accompagnement de la maladie, de la personne malade, mais bien des voies, parmi d'autres, mais une voie tout de même, pour comprendre autrement la maladie et pour produire à son égard des nouvelles connaissances. Et c'est en cela qu'on peut lui associer le terme de science. Science, à savoir lieu de production de connaissances scientifiques, auxquelles on peut accorder une forme de fiabilité. Et on verra précisément comment on peut caractériser cette fiabilité des connaissances produites dans ces démarches de soins. Et donc, et Paul Lou l'a dit aussi, et toujours comme introduction, le soin, ou en tout cas les pratiques de soins, ne sont plus simplement précisément des pratiques, mais précisément des lieux de production de savoir, et ne sont plus simplement des pratiques non plus dans le sens où elles sont des applications de connaissances produites ailleurs, et en l'occurrence produites par des sciences biomédicales, qui prennent la forme par exemple de recommandations, auxquelles les soignants, à qui on n'accorde pas le statut de scientifique, n'auraient que pour mission d'appliquer. Voilà, donc ça c'est le tableau, c'est l'hypothèse de l'existence d'un espace scientifique autonome que l'on appellerait les sciences du soin et qui serait là pour recomposer le paysage épistémique plus large autour de l'appréhension des maladies et ici de la maladie d'Alzheimer. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est que je n'oppose pas sciences du soin et médecine, la médecine étant évidemment, et notamment la médecine prise comme une pratique médicale, une forme de science du soin hein, pourrait être une région des sciences du soin. Donc, ce que j'essaye de regarder et de contraster, c'est plutôt sciences du soin et sciences biomédicales. Hein. Et la médecine, ici, est peut-être un petit peu à mi-distance, ou en tout cas navigue entre les deux. C'est donc aussi une proposition pour repenser, évidemment, la pratique médicale, la médecine en général. Alors, faire donc du soin à la personne, faire du soin en général, du soin à la personne touchée par la maladie d'Alzheimer, l'objet d'une science, évidemment, ça ne va pas de soi, parce qu'il est habituellement admis que le soin n'est l'objet que d'une pratique ou d'une éthique, mais pas d'une science. Et à ce titre, les connaissances que l'on mobilise dans le soin ne sont pas des connaissances produites dans l'acte de soin, mais des connaissances produites ailleurs, et le soin n'en est que l'application. Donc il faut voir et comprendre déjà que la perspective dans laquelle je me situe demande de changer un peu de regard, hein, demande un peu de se décaler et de sortir de l'idée que nous savons ce que c'est la science et que nous avons une représentation de la science et on chercherait à voir si le soin rentre dans cette représentation classique des sciences. Non, l'idée ici, et c'est la démarche que j'essaye de faire, c'est sortant de notre conception standard, classique de la science, pour essayer de voir précisément si dans le soin, il n'y a pas quelque chose comme de la science qui est produite, mais qui n'est pas la science peut-être dont on a l'habitude de voir la manifestation dans les manuels scolaires, dans les médias ou dans la représentation du sens commun. Voilà.
Donc ça c'est l'hypothèse de base. Ensuite, il y a 3 reconfigurations épistémiques que je vais essayer de décrire, hein, qui me semblent découler de la naissance de ce domaine autonome qu'est les sciences du soin. 3 questions, 3 grandes questions qu'il va falloir répondre, et dont les sciences du soin sont en quelque sorte des candidats plutôt sérieux pour y répondre. La première question, c'est quand et sous quels critères peut-on dire qu'une intervention, on va dire une intervention de soins, c'est assez large comme terme, mais une intervention de soins est fiable, ou plus largement qu'une connaissance sur le soin qu'on peut apporter à une personne malade de la maladie d'Alzheimer est fiable. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui fonde les connaissances sur la maladie d'Alzheimer? Et ici, la question, c'est la place de la pratique vis-à-vis de la théorie pour fonder les connaissances sur la maladie d'Alzheimer. Et là aussi, les sciences du soin apportent une réponse. Et enfin, troisième domaine, c'est finalement, quand on parle de la maladie d'Alzheimer, de quoi parle-t-on? Donc ici, c'est la question du périmètre de l'objet de connaissance et qu'on appelle maladie d'Alzheimer. Et ici, pareil, hein, on va le voir, les sciences du soin viennent un peu bousculer notre représentation de l'objet de connaissance maladie d'Alzheimer et reconfigurer cet objet. Donc ces 3 reconfigurations provoquées par les sciences du soin que l'on va explorer. Donc reconfiguration de la notion de fiabilité, reconfiguration du rapport de la théorie à la pratique et reconfiguration de notre conception de l'objet de connaissance. Et c'est en cela que je parle d'une reconfiguration épistémique, dans ces 3 sens du terme. Alors ça, c'est pour une courte introduction pour vous permettre de comprendre un peu d'où je parle et de comprendre les hypothèses. Alors dans quel contexte on se situe? Paul Loul a un peu déjà brossé ce contexte. Je ne voudrais pas revenir, mais le compléter. Et notamment vous dire pourquoi je suis aujourd'hui amené à travailler sur cette question de l'épistémologie des sciences du soin, qui est effectivement mon objet de recherche actuel. Tout simplement parce que depuis, on va dire, peut-être 10 ans, peut-être plus, en tout cas de façon assez certaine depuis 10 ans, certains champs des sciences que l'on appelle parfois paramédicales, c'est un terme qu'il ne faut absolument pas utiliser et que je n'utilise pas, des sciences voilà, qui comme les sciences infirmières, comme la kinésithérapie par exemple, sont amenées à rentrer dans, on va dire, l'espace des raisons scientifiques légitimes, et notamment sont amenées à prendre part au processus de recherche via un processus d'universitarisation. Donc, ça a été le cas en partie pour les sciences infirmières, ça a été le cas pour la kinésithérapie à partir de 2019, puisque, vous le savez, une section CNU a été créée en 2019, des sciences de la rééducation et de la réadaptation. Et donc, nous avons, avec cette universitarisation de certains domaines des sciences du soin, un enjeu nouveau qui est quelle est l'épistémologie qui fonde ces sciences-là, dont on a choisi qu'elles aient une prétention scientifique, puisque qu'elles aient une prétention universitaire, à la fois en enseignement et à la fois en recherche. Donc je ne rentre pas sur les débats institutionnels qui ont poussé à cette universitarisation, les modalités de cette universitarisation et les problèmes que ça pose, mais en tout cas c'est un constat qu'il faut faire, et d'autres indices nous montrent que, par exemple pour les sciences infirmières, ces sciences infirmières sont amenées à véritablement s'instituer en tant que science, et pas simplement en tant que pratique, parce que leur champ s'étend, parce que le domaine de leur responsabilité s'étend aussi, les compétences demandées sont de plus en plus importantes. À titre d'exemple, hein, vous avez suivi sûrement l'arrêté du 17 mars de cette année,
qui donc, après une expérimentation en région, a donc mis en place et on va dire acté le protocole de coopération permettant aux infirmières d'effectuer le suivi des patients atteints de la maladie d'Alzheimer sur tout le territoire national. Donc, et puis bon voilà, il y a tendance, hein, en tout cas pour le métier infirmière, à une extension du domaine de ses compétences médicales. Et la question qui se pose, c'est est-ce que cette extension-là, elle se fait sous le registre d'une capture par la science biomédicale des sciences infirmières, ou elle se fait sous le registre d'une autonomie de ces sciences infirmières et donc de la création finalement d'une épistémologie propre à ces sciences-là. Donc ça, c'est des éléments de contexte qui m'ont interpellé, ou des structures m'ont interpellé aussi pour travailler à cette question de l'autonomie épistémologique de moi, ce que j'appelle les sciences du soin, en l'occurrence les sciences infirmières et la kinésithérapie, qui sont assez différentes l'une de l'autre, mais qui ont des caractéristiques. Et puis ensuite, il y a le contexte propre à la maladie d'Alzheimer, hein, qui incite à ne pas en rester à une science biomédicale, Paul Lou l'a dit, ne pas en rester simplement aux sciences du diagnostic ou aux sciences dont la visée est la création d'une thérapeutique médicamenteuse. On voit que la maladie d'Alzheimer résiste aussi en quelque sorte à ces captures disciplinaires et finalement appelle à aller chercher d'autres savoirs, d'autres sciences. La maladie d'Alzheimer est une maladie neuroévolutive, on le sait, qui n'est pas simplement dont les troubles ne sont pas simplement des troubles de la mémoire, ne sont pas simplement des troubles mnésiques ou cognitifs, mais aussi voilà, des troubles locomoteurs, des troubles de la motricité, du déplacement, du mouvement, du corps en fait, hein, aussi, et que ces fonctions-là, ces troubles qui sont liés parfois à des fonctions exécutives qui sont importantes, doivent être aussi caractérisés, doivent être accompagnés, on doit aussi prendre soin de ces dimensions-là. Et pour ça, il existe des sciences qui peuvent caractériser ces dimensions-là, et notamment les sciences du soin. La kinésithérapie, à ce titre, a un rôle qui est maintenant bien reconnu, bien connu dans l'accompagnement, la prévention, la caractérisation même de la maladie d'Alzheimer, avec un arsenal d'outils et de méthodes voilà, qui peuvent être adaptés au cas particulier de chaque personne malade de la maladie d'Alzheimer, avec des exercices de renforcement musculaire, des exercices d'équilibration, de proprioception, d'assouplissement, d'étirement, où le toucher, hein, la manipulation joue un rôle central auprès de ces personnes qui sont fragilisées. Une méta-analyse de 2016 avait montré que voilà, c'est cet ensemble d'outils, de méthodes que la kinésithérapie met en place pour accompagner les personnes dans la maladie d'Alzheimer, et notamment pour prendre en charge voilà, une réadaptation, une rééducation de leurs fonctions motrices, comotrices. Cette méta-analyse sur 20 essais cliniques randomisés avait montré que elles étaient dans une très très grande majorité, 18 sur 20, efficaces. Donc, il y avait vraiment une amélioration de la qualité, par exemple, de la marche ou de l'équilibre, ou plus généralement de l'état physique, l'état de santé de la personne avec ce genre d'accompagnement. Donc, il ne s'agit plus aujourd'hui de remettre en cause la place de ces praticiens dans, j'allais dire, le paysage interdisciplinaire, dans le paysage professionnel des intervenants qui peuvent permettre d'accompagner des personnes malades de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, c'est au même titre que les ergothérapeutes, au même titre que même, on pourrait parler de d'autres, en général, les sciences du mouvement, de la rééducation, de la réadaptation. Mais la question que je me pose, donc, c'est pas de remettre en cause la place de ça, puisque elle semble reconnue et avoir une utilité, mais c'est en quoi ces finalement ces pratiques-là, qui sont aujourd'hui considérées comme des pratiques,
sont aussi des sciences et produisent aussi des savoirs sur la maladie elle-même et permettent euh, de changer notre regard sur la maladie, d'une part, et de changer notre façon de dire finalement ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez, c'est pas simplement on a une conception biomédicale de la maladie d'Alzheimer et puis on a des pratiques d'accompagnement qui vont faire en sorte que la personne, on va dire, gagne en qualité de vie ou en tout cas qu'on ralentisse ces dégénérescences cognitives, motrices, etc. Hein, je ne suis pas du tout dans ce paradigme-là. Je suis dans l'idée de dire on a des pratiques d'accompagnement et de soins qui peuvent nous permettre de nommer autrement, de caractériser autrement ce que l'on appelle la maladie d'Alzheimer, et donc de se mettre un peu au même niveau que la caractérisation biomédicale. Alors, pour faire, donc ça, c'est des éléments de contexte, voilà, qui sont, à mon avis, importants à prendre en compte et à dire. En termes de méthode, comment je m'y suis pris pour essayer de, bon, voilà, faire émerger des caractéristiques communes aux sciences du soin. Et en quelque sorte, de dire que chaque soignant est un scientifique du soin. Alors ça peut choquer, parce que dans votre imaginaire, pour certains soignants ici présents à cette conférence, vous avez l'idée de la science froide, de la science désintéressée, de la science essentiellement quantitative, et donc vous revendiquez votre rôle de praticien du soin, proche du terrain, proche de la personne, etc. Ben voilà, je vous demande un peu de ce déplacement-là, et de partir de l'idée que peut-être le soignant peut être un scientifique du soin, mais dans une conception de la science qui est un peu différente de celle qu'on a l'habitude de décrire. Tout comme, voilà, scientifique du soin, tout comme il peut y avoir des scientifiques biomédicaux. Et que l'enjeu, c'est de voir quelle est l'autonomie réciproque des uns et des autres. Donc, j'ai essayé de voir dans la littérature ici, hein, j'ai fait vraiment une recherche principalement bibliographique sur les journaux professionnels, plutôt les bons journaux professionnels, les bonnes revues professionnelles, des sciences infirmières et des sciences de la kinésithérapie, pour voir un petit peu les réflexions épistémologiques qui existaient déjà, et si elles n'existaient pas, de regarder un petit peu comment la science se produit dans ces domaines-là, et d'essayer de faire émerger des caractéristiques communes à ces sciences du soin, ici à partir de 2 échantillons assez représentatifs des sciences du soin, que sont les sciences infirmières et la kinésithérapie. Et donc, j'en ai extrait 5 premières caractéristiques de ce qu'on va appeler les sciences du soin. 5 caractéristiques qui ensuite nous permettront de voir comment les sciences du soin dans le domaine de la maladie d'Alzheimer répondent aux 3 questions que je me suis posées initialement. Alors, la première caractéristique que j'ai observée dans la littérature sur les sciences infirmières et puis sur la kinésithérapie, dans la façon dont ils produisent des savoirs et donc des connaissances à prétention scientifique, hein, c'est la place très importante de la notion que moi j'appelle implication, que d'autres appellent engagement, que d'autres appellent proximité. En tout cas, cette idée que la science qui est produite dans le contexte de soins, par ces scientifiques du soin, qui sont aussi des praticiens, mais là on va essayer de ne pas opposer science et pratique, cette science-là qui émerge, elle est très proche de la personne à qui l'on accorde un soin, la personne touchée par la maladie, mais aussi proche, on va dire, du contexte de ce soin. Et donc, le scientifique ici ne peut pas être, on va dire, comme l'historiographie, ou en tout cas les représentations que l'on fait sur la science, nous le décrivent, c'est-à-dire neutre, désintéressé, désimpliqué. Il y a forcément ici une science qu'on peut appeler une science impliquée pour une personne dans un contexte et auprès d'autres personnes. Donc ça, c'est la première caractéristique, c'est que dans le soin,
l'implication est très forte. Et l'enjeu, ici, ce sera de montrer que la science ou la connaissance scientifique qui émerge de ce soin-là n'en est pas pour autant moins fiable. On n'est pas pour autant moins fiable. Donc l'idée, c'est de dire qu'ici, l'implication du scientifique du soin ou du collectif de scientifiques du soin, leur forte implication dans un contexte auprès d'une personne n'est pas un argument pour leur défaire, en quelque sorte, la prétention de fiabilité. Donc ça, c'est une première caractéristique très forte, la proximité avec l'objet de connaissance. Et c'est vrai qu'on a l'habitude dans la science classique de séparer finalement le scientifique de son objet de connaissance. Ici, il y a une sorte d'implication réciproque de l'objet de connaissance et du producteur de connaissance. C'est une difficulté, mais pas insurmontable, et qui est plutôt intéressante, on le verra. La deuxième caractéristique, c'est qu'il est très difficile, voire périlleux, de penser ces sciences du soin, comme malheureusement beaucoup fait dans la littérature de ces sciences-là, au sein du couple théorie-pratique. Plus exactement, au sein du schéma actuel et classique, où la théorie, en fait, est première et elle détermine le cadre conceptuel, et la pratique est une simple œuvre d'application. Il me semble que les sciences du soin provoquent une stabilisation de ce schéma linéaire et hiérarchique entre théorie et application de la théorie, ce qu'on appelle la pratique. Elle déhiérarchise ce rapport entre la pratique et la théorie. Et je dirais que, de ce que j'ai pu observer, ce qui se produit, et j'ai pas trouvé un meilleur terme, peut-être que vous m'en suggérez un plus élégant, mais je dirais que le rapport entre la théorie et la pratique dans les sciences du soin est un rapport en zigzag. Alors c'est un peu bizarre comme terme, mais un rapport en zigzag, c'est-à-dire que les scientifiques du soin naviguent entre des éléments de théorisation souvent disparates, souvent très hétérogènes. Vraiment, les théories, les modèles d'explication en kinésithérapie sont assez variés, sont assez hétérogènes les uns aux autres. Dans les sciences infirmières, c'est un peu moins vrai, mais c'est quand même assez hétérogène aussi. Il n'y a pas de théorie englobante, il n'y a pas de théorie unifiée, on n'a pas de grands modèles d'explication, on a plutôt des théories intermédiaires. Et donc, finalement, les scientifiques du soin naviguent entre ces éléments de théorisation partielle et des pratiques qui viennent, et leurs pratiques, ou les pratiques de leurs collègues, qui viennent non pas confirmer ces éléments théoriques, qui ne sont pas tellement le rôle de confirmation qu'on attribue habituellement à la pratique, mais plutôt le rôle de faire bouger, enrichir, déplacer ces éléments de théorisation, et voire même en créer des nouveaux. Avec les sciences du soin, finalement, on peut théoriser dans la pratique. C'est assez troublant comme formulation, mais le fait qu'il n'y ait pas de théorie unifiée, de théorie englobante, totalisante, dans lequel chaque praticien pourrait s'inscrire pour appliquer tout simplement cette science-là, cadrée théoriquement, ça oblige à redonner à la théorie un statut plus humble, en quelque sorte moins hégémonique, et d'en faire finalement un élément de la démarche scientifique parmi d'autres, dans lequel le scientifique du soin va naviguer. Et la pratique elle-même devient un élément de théorisation, c'est-à-dire que la confrontation à la pratique, au cas, à la personne malade, à la personne que l'on cherche à qui on veut prendre soin, voilà, accompagner. Cette démarche-là, en fait, elle va être aussi productrice d'hypothèses, de concepts, de théories, et on va avoir une sorte de zigzag entre des éléments de théorisation préexistants et des éléments de théorisation issus de la pratique. Donc, on est vraiment dans un rapport qui est plus du tout le rapport classique théorie-pratique, où finalement il y a deux domaines bien séparés.
Donc ça, c'est on va dire la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique que j'ai observée dans la littérature sur les sciences du soin, c'est l'omniprésence, enfin l'omniprésence, en tout cas la centralité de la question du corps dans toutes ses dimensions, dans le processus de production des connaissances. La nécessité de ne plus faire fi du corps dans les processus de production des connaissances et de ne plus considérer le corps simplement comme un support, une fonction ou un organe sur lequel on pourra appliquer précisément tout un appareillage théorique, statistique, probabiliste, mais le corps comme finalement ce qui est immanent à la connaissance, qui en fait va produire le sens propre à la connaissance sur la maladie. Et là, évidemment, les sciences du soin sont en première ligne, en quelque sorte, sont vraiment les premiers observateurs de l'émergence de sens par l'observation du corps. Et notamment grâce au toucher, le toucher qui est dans les sciences du soin très important, puisque la plupart des sciences du soin sont des savoirs que l'on pourrait dire un peu vulgairement des savoirs manuels. Hein. On parle d'ailleurs pour la kinésithérapie de thérapie manuelle. En tout cas, des savoirs qui trouvent leur inspiration pas simplement dans la tête, mais aussi dans les mains. Alors ça me semble intéressant, la place des mains dans les sciences du soin. Les mains qui ne sont pas simplement des instruments au service d'une manipulation, ne sont pas simplement, par exemple, un massage ou une palpation, mais des mains qui aussi permettent de produire de la connaissance, c'est-à-dire qui permettent de faire émerger du corps du sens, des indices, des besoins, des caractéristiques de la maladie, des étapes de la maladie. Voilà, la main comme c'est pas simplement instrument d'une pratique, mais instrument aussi d'une science pour faire émerger des connaissances. Donc la main qui produit des connaissances dans le cadre de la science du soin, ça me semble être les mains comme en quelque sorte, c'est symbolique, hein, je dis les mains, mais en tout cas le rapport corporel entre le patient et le soignant comme le lieu d'une production de connaissances sur la maladie. On sait le rôle qu'a le toucher, hein, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer notamment. Hein, le toucher une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, on sait que ça a un rôle véritablement de réparation affective dans certains cas, que ça peut véritablement être l'instrument d'une thérapeutique en instaurant un sentiment de bien-être, d'estime de soi, pour éviter le repli sur soi, pour favoriser l'attention. Hein. On sait tous ces éléments du soin que peut apporter la manipulation manuelle, le toucher. Et je crois aussi que ce toucher, cette thérapie manuelle, peuvent aussi dire quelque chose sur la maladie, nous permettre de mieux la comprendre, de mieux l'appréhender, si on se donne les moyens de le faire, si on se donne les moyens d'observer ces phénomènes produits par le toucher, dans un cadre scientifique. Donc ça, c'est une troisième caractéristique qui me semble commune à toutes les sciences du soin, l'émergence du corps comme production de sens, l'émergence du corps comme producteur de connaissances sur la maladie. Et pas simplement simple support physiologique. Voilà. La quatrième caractéristique, c'est que les soins, et c'est un peu, ça découle un peu des trois précédentes, nous obligent finalement à réinterroger notre rapport à la preuve. Dans ce cadre, qu'est-ce qui fait preuve dans le soin? Ça, c'est une question difficile que chaque soignant se pose, que chaque scientifique du soin se pose, tout comme les scientifiques biomédicaux se la posent aussi. Qu'est-ce qui fait preuve dans le soin? Est-ce que c'était le résultat, l'effet? Voilà, je manipule,
je vois que la personne va mieux. Donc, est-ce que ici l'effet est force probante, l'effet a vocation à être preuve? Est-ce que c'est le processus, la démarche? Je touche la personne, mais je le fais dans le cadre d'un protocole. Je le fais dans le cadre d'une démarche qui a été adoptée par ma communauté, qui a été éprouvée, qui a été testée. Et donc l'effet finalement, il a été démontré, on va dire, scientifiquement, dans un cadre d'évaluation scientifique, et ça me suffit pour pratiquer de cette façon-là le soin, quel que soit finalement l'effet sur la personne en particulier dont je prends soin. Est-ce que du coup c'est cela qui est satisfaisant comme preuve? Est-ce que c'est plutôt l'appareillage théorique qui soutient cette manipulation et sa robustesse? Est-ce que c'est le contexte dans lequel il est prodigé? Bref, là, ce que je remarque, c'est que les sources, ce qu'on appelle quasiment les sources de la force probante des sciences du soin sont multiples et sont plutôt non stabilisées. Et j'allais dire, là aussi, la force probante d'une intervention de soin, donc qui prouve par exemple sa fiabilité, sont à chercher à la fois dans l'appareillage théorique, dans la pratique, dans la démarche, etc. Et donc, il n'y a pas de lieu, comme c'est le cas par exemple en sciences biomédicales, avec, comme vous le savez, une hiérarchie des niveaux de preuve, avec en haut, dans le cadre du paradigme de l'evidence-based medicine, où en gros, vous avez les essais cliniques randomisés contrôlés, et où il y a un accord dans ce cadre-là sur le fait que ce soit les niveaux de preuve, la force probante, la meilleure, et que tout le reste est de plus faible force. Ici, dans les sciences du soin, je dirais que c'est pas clair et que l'effet de la pratique est effectivement une force probante qui est mise en avant. Si ça a un effet positif, c'est que c'est fiable, mais c'est pas le seul. Et qu'il y a une recomposition précisément, ce que nous allons voir, de ce rapport à la preuve. Faut que j'accélère un peu. La cinquième et la dernière caractéristique des sciences du soin, c'est qu'elles nous obligent à diversifier les ingrédients de la démarche scientifique. On ne peut plus simplement considérer la science comme une alternance de théorie et d'expérimentation, ou de théorie et d'observation. Il y a des ingrédients dans les sciences du soin qui sont des ingrédients de la démarche scientifique qui émergent. Je pense ici à l'expérience et non pas à l'expérimentation, à l'expérience soignante, à l'expérience patiente, à l'expérience, ce qu'on appelle les savoirs expérientiels, qui deviennent finalement des ingrédients de la démarche scientifique. Je pense ici à toutes les narrations qui émergent d'une relation de soins, les récits, les histoires de vie, et la façon dont on peut mettre en place des méthodologies pour les recueillir et les traiter. On a dans les sciences du soin, de par cette implication avec la personne à soigner, la personne à prendre soin, on a tout un tas de nouveaux ingrédients qui émergent, qui ne sont pas des ingrédients théoriques, qui ne sont pas des expérimentations, mais qui sont pour autant des ingrédients à prétention scientifique, et dont on peut assez facilement accepter, me semble-t-il, d'être intégré dans une démarche scientifique au titre d'éléments empiriques parmi d'autres. Voilà, donc ça, c'est de mon observation de la littérature sur ces deux domaines des sciences du soin que sont les sciences infirmières et la kinésithérapie, les 5 caractéristiques qui me semblent vraiment sortir du lot. Il y en a plein d'autres, mais je serais beaucoup trop long à tous les décrire. Voilà, donc je les résume. La place importante de l'implication du scientifique, du soin, du soignant, la nécessité de se décaler ou de défaire la hiérarchisation entre théorie et pratique, la réintroduction très forte de la question du corps comme producteur de connaissances, la question de la multiplicité des sources de la preuve et la question de la multiplicité des ingrédients de la démarche. Ces 5 caractéristiques sont, toujours encore une fois à titre d'hypothèse, des caractéristiques qui ont vocation à forger l'épistémologie des sciences du soin.
et qu'on retrouve, voilà, qu'on peut retrouver à différents niveaux dans chacune de ces deux domaines, dans chacun de ces deux domaines. Alors, troisième partie, maintenant, quelles sont les trois grandes reconfigurations épistémiques que provoquent ces 5 caractéristiques des sciences du soin? Donc, les trois questions initiales que j'ai posées. Et on va voir, hein, c'est une question qui a été posée dans le chat, en quoi précisément ces reconfigurations épistémiques nous engagent sur des questions éthiques. Mais que secondairement, hein, et effectivement, mon propos ici est principalement de portée épistémologique, mais secondairement. Il engage aussi des questions éthiques. Comme vous pouvez déjà d'ailleurs vous en apercevoir. Donc, je rappelle les trois questions que je me suis posées initialement. Quand et sous quels critères peut-on dire qu'une intervention de soins, pas simplement une intervention thérapeutique, mais une intervention de soins est fiable? Ou plus largement qu'une connaissance sur la maladie d'Alzheimer est fiable? La deuxième question, c'est qu'est-ce qui fonde ces connaissances sur la maladie d'Alzheimer? Est-ce la théorie, est-ce la pratique? Et finalement, de quelle science la maladie d'Alzheimer est-elle l'objet? Et donc, je vais montrer là rapidement, hein, puisque le temps avance, mais comment les caractéristiques que je viens de décrire des sciences du soin viennent répondre en partie, évidemment, à ces trois interrogations. Alors, la première interrogation, donc, c'est la question de la fiabilité. Ici, les sciences du soin viennent de façon assez intéressante, en fait, viennent vraiment rencontrer, soutenir une conception de la fiabilité qui est aujourd'hui assez courante, qui est celle sur laquelle la fiabilité d'une connaissance scientifique ne se gagne pas simplement par l'adéquation de la connaissance à une certaine méthodologie, à la robustesse d'un processus, à la robustesse d'une démarche scientifique admise, par exemple dans le cadre d'un essai clinique randomisé contrôlé, que la question de la fiabilité ne se résume pas finalement à la question de la robustesse méthodologique, hein, ou à l'adéquation avec les canons méthodologiques de d'une discipline particulière. Les sciences du soin viennent nous montrer, et ça c'est assez intéressant, que la fiabilité trouve aussi sa source dans, on va dire, ce qu'on va appeler le registre de la pertinence. La question de la pertinence dans les sciences du soin est très importante. Elle est vraiment très importante, et elle est au même niveau que la question de la robustesse. Hein, la robustesse, par exemple, des données probantes utilisées, la robustesse de la méthodologie, du protocole d'évaluation qui est utilisé. Il y a ça évidemment dans la kinésithérapie, il y a ça évidemment dans les sciences infirmières, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée que la fiabilité, elle se gagne aussi, et peut-être mécanisme. Attendez, je vais le fermer. Voilà. Ici, je ferme les micros. Voilà. Il y a l'idée que il nous faut aussi créer des connaissances qui soient pertinentes. Pertinentes, pourquoi? Pertinentes pour le soin, pertinentes pour la personne qui est dans un processus de soin, pertinentes pour la personne en situation d'être, par exemple, malade de la maladie d'Alzheimer. Donc, l'idée ici de la pertinence, elle est, pour les sciences du soin, non pas première, c'est pas d'abord la pertinence, ensuite la robustesse, mais au même niveau, et notamment dans la pertinence, dans la prise en compte de la situation particulière de la personne dans la maladie, a fortiori dans la maladie d'Alzheimer, qui vient contrebalancer la standardisation des protocoles, qui vient contrebalancer ce que la théorie dit
dans les généralités, par exemple, ce que les probabilités peuvent dire en général sur une population de personnes malades de la maladie d'Alzheimer. Ici, la question de la pertinence, c'est celle de la prise en compte de la singularité de la situation, de la singularité de la personne, et notamment en termes de rythme propre, en termes de besoins, qui sont des besoins toujours particuliers, dans la connaissance aussi de l'environnement de cette personne, de l'environnement, on va dire, familial et l'environnement aussi économique, institutionnel. Dans quelle institution il se trouve, à quel niveau de son institutionnalisation il est, etc. Donc ici, les sciences du soin, elles sont attentives finalement à ce qu'on appelle habituellement et assez simplement le contexte. Voilà, le contexte et la particularité de ce contexte qui va un petit peu contrebalancer la standardisation des protocoles et finalement des données dites robustes à propos de la maladie d'Alzheimer. Donc ici, les sciences du soin donc, permettent, et c'est leur vraiment plus-value, elles permettent de produire cette pertinence-là, la produire scientifique, hein, par l'importance que les scientifiques du soin ont de la relation, du contact, du toucher, ce que j'ai appelé l'implication, hein, finalement, et leur possibilité de recueillir, par exemple, pour une infirmière, de recueillir, par exemple, une histoire de vie, de recueillir finalement un témoignage, qui vont être des éléments épistémiques que l'on va mettre en jeu comme élément de pertinence pour décider de la fiabilité d'une intervention. Voilà. Donc ça me semble être une réponse qu'apportent les sciences du soin, c'est que tous ces éléments contextuels, de la singularité de la personne, de la temporalité dans laquelle elle se trouve dans un parcours de soins ou dans le parcours dans une maladie, tous ces éléments-là ne sont plus des éléments annexes, secondaires, accessoires, subordonnés aux savoirs médicaux. Ils sont tout aussi importants pour construire la fiabilité. Et finalement, à ce titre-là, ils doivent être considérés comme des savoirs et participer à la construction de la fiabilité de nos interventions de soins. Voilà, donc ça, c'est un élément important et je voudrais souligner le fait que ces savoirs de la pertinence, hein, donc ils ne sont pas simplement des savoirs de la robustesse, mais savoirs de la pertinence, ils agissent comme des opérateurs finalement qui permettent aux connaissances produites de se resynchroniser entre des connaissances biomédicales qui sont un peu hors temps, qui sont un peu hors champ même, hein, hors sol, et d'ailleurs c'est leur force, et elles gagnent de leur robustesse de par cette caractéristique d'être un petit peu, hein, comme c'est le principe par exemple d'une probabilité, c'est-à-dire que ça s'applique à une population et non pas à des individus. En fait, les facteurs de pertinence qui sont produits grâce aux sciences du soin vont resynchroniser en quelque sorte les différents savoirs, par exemple les savoirs sur le parcours de vie de la personne avec les savoirs plus standardisés d'un parcours thérapeutique protocolisé. Et donc là, on a quelque chose qui est intéressant dans les sciences du soin, c'est cette possibilité de resynchroniser des savoirs entre eux. Donc d'être un peu un terrain commun à des savoirs qui finalement ne parlent pas exactement de la même chose. Le deuxième élément, donc c'est qu'est-ce qui fonde des connaissances sur la maladie d'Alzheimer? Quelle est la réponse ici des sciences du soin? Les sciences du soin nous disent que ce n'est pas exclusivement la théorie qui peut fonder les connaissances sur la maladie d'Alzheimer. On ne peut pas produire des connaissances sur la maladie d'Alzheimer simplement en faisant référence à un modèle explicatif théorique ou voilà, par exemple, à une étiologie physiopathologique. Hein. L'idée ici, c'est que le concept d'evidence-based practice, hein, donc l'idée que les pratiques sont fondées sur des données probantes, n'est pas satisfaisant. Il est intéressant et il va nous permettre de construire la robustesse, mais il ne suffit pas. La pratique, finalement, est tout autant
basées sur les données pro, que ces dernières le sont de la pratique. Hein, c'est la notion de zigzag, hein, bon, ou de dialogue, comme vous voulez. Mais en tout cas, ce qui fonde les connaissances dans le cadre des sciences du soin sur la maladie d'Alzheimer ne sont pas prioritairement des connaissances théoriques. Des hypothèses physiopathologiques, des modèles d'explication, voilà. Tous ces éléments théoriques n'ont de sens, n'ont justement aucun sens sans la production concomitante de connaissances situées sur la personne malade, en particulier qui permettent d'ajuster les connaissances théoriques aux connaissances situées liées au cas particulier auquel on a à faire face, ou à la situation particulière auquel nous avons à faire face. Et donc, voilà, ce qui va fonder finalement la connaissance sur la maladie d'Alzheimer dans le cadre des sciences du soin, c'est plutôt une composition de savoir théorique et de savoir expérientiel, pratique, plutôt qu'une une priorisation donnée à la théorie qui va ensuite s'appliquer à un contexte. Donc là, les sciences du soin viennent finalement nous donner une réponse assez intéressante. Les fondements de la maladie d'Alzheimer ne sont pas, des connaissances sur la maladie d'Alzheimer ne peuvent pas être exclusivement des fondements théoriques ou expérimentaux. Donc, issus de la science biomédicale. Et enfin, troisième question, et qui englobe un peu les deux précédentes. De quelle science la maladie d'Alzheimer est-elle l'objet? Quelle est la réponse des sciences du soin ici? La réponse des sciences du soin est de dire que finalement, l'objet de connaissance, la maladie d'Alzheimer, ben en fait, cet objet-là, personne ne peut prétendre le décrire directement. Personne ne peut prétendre en être propriétaire. Et que finalement, ce que nous permettent de dire les sciences du soin, c'est que l'objet de connaissance, hein, maladie d'Alzheimer avec beaucoup de guillemets, hein, puisque la personne malade d'Alzheimer n'est pas un objet évidemment, mais les connaissances que l'on produit à son égard, en fait, ces connaissances-là, en quelque sorte, je le dis comme ça, n'ont pas de territoire disciplinaire. Ce sont des connaissances qui sont issues de disciplines, mais aucune d'entre elles ne peut avoir la prétention d'en avoir l'exclusivité de production. Ni la neurologie, ni les neurosciences, ni la neuropsychologie, ni la kinésithérapie d'ailleurs, ni les sciences infirmières, ni l'ergothérapie. Voilà, l'idée des sciences du soin, c'est de dire que nous avons un objet de connaissance qui résiste ici à toute forme de capture disciplinaire ou de théorie, et que nous avons à naviguer, encore une fois, à naviguer entre toutes ces connaissances pour essayer d'enrichir notre compréhension de la maladie d'Alzheimer. Et que le soin ici, le soin que l'on apporte à la personne à soigner, à la personne atteinte d'une maladie, ce soin-là, il est finalement aussi producteur de connaissances, il est aussi producteur de savoir sur la maladie d'Alzheimer, et donc qui vient aussi constituer l'objet maladie d'Alzheimer, au même titre que vient, par exemple, constituer l'objet maladie d'Alzheimer des recherches en génétique ou en neuroimagerie. Voilà. Donc, c'est aussi une réponse qui me semble intéressante. Donc, les sciences du soin ont quelques caractéristiques que j'ai décrites, et elles viennent bousculer voilà, notre rapport finalement à la fiabilité, notre rapport à la théorie et notre rapport à la conception des objets. Et c'est en cela, et je vais conclure là-dessus, et c'est en cela que ces sciences du soin, finalement, et c'est là bon, où je reboucle finalement sur l'éthique du soin, hein. Ces sciences du soin viennent, j'allais dire, comprises ainsi, hein, englober presque l'éthique du soin, non pas englober dans le sens effacer, hein, ou diluer l'éthique du soin, mais en fait l'éthique du soin
est une dimension de ces sciences du soin, devient une dimension de ces sciences du soin, puisqu'il s'agit bien ici de considérer que voilà, l'éthique l'éthique du soin n'a pas pour objet une pratique, n'a pas simplement pour objet voilà, des métiers du soin, hein, et se poser la question des valeurs, par exemple, qui sont véhiculées dans les pratiques du soin. Est-ce que ces valeurs sont respectées? Est-ce qu'elles ne sont pas respectées? Quelles sont les valeurs communes? Quelles sont les tensions axiologiques, etc. Évidemment, l'éthique du soin, c'est tout ça aussi. Mais c'est aussi l'éthique du soin parce qu'il existe une science du soin, et vraiment parce qu'il existe une science du soin. L'éthique du soin est aussi une réflexion sur la façon dont les savoirs à propos du soin vont contribuer au bien-être de la personne, vont contribuer à améliorer la situation de la personne, vont finalement permettre d'être voilà, plus pertinent, plus en adéquation avec ses besoins, avec ses envies, avec ses désirs. Et donc l'éthique du soin n'est plus dans un face-à-face avec les sciences biomédicales, où l'éthique du soin tire l'humain là où les sciences médicales cherchent à l'évacuer, dans un face-à-face entre voilà, une éthique du soin qui cherche à réhumaniser la pratique de soins et des sciences médicales qui éloignent finalement des pratiques du soin. Ici, étant donné qu'on a l'existence des sciences du soin, eh ben, on a un rapport entre l'éthique et la science qui est de nouveau fertile, de nouveau productif, qui n'est plus dans l'opposition et qui est plutôt dans la recherche voilà, de quels sont les savoirs que l'on peut faire émerger de nos pratiques de soins qui sont le plus pertinents possible pour accompagner et soigner les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et donc finalement, et je vais conclure là-dessus, ces trois recompositions épistémiques produites par les sciences du soin, me semble-t-il, sont de bons appuis pour considérer, pour réconcilier, en tout cas, pour réconcilier sciences biomédicales et sciences humaines et sociales, qui font souvent un petit peu marche séparée, et qui, dans les sciences du soin, retrouvent finalement un espace commun de discussion, hein, les sciences du soin étant à la fois des sciences médicales et des sciences humaines et sociales. Voilà. Bon, ça c'était pour un peu une ouverture sur la question de l'éthique du soin. Voilà, bah, ça fait plus que ce que je devais faire. Je m'excuse, Paul Lou. Mais du coup, on a quand même du temps pour la discussion.